J'espère que tout roule pour vous. On est le 30 novembre 2025, une date qui restera gravée dans nos mémoires. Ce n'est pas juste un mois comme les autres. Non, c'est celui qui a vu éclater l'affaire Hamlaoui, un séisme politique d'une ampleur rare. Mais attention, on ne parle pas ici d'un simple dossier de pot de vin ou de malversation classique. Non, non. Ce scandale dépasse largement la corruption ou les détournements de fonds publics. Il dévoile un réseau tentaculaire où se mêlent pouvoir d'État élite économique, copinage institutionnalisé et une confusion totale entre intérêts privés et décisions publiques. On est bien au-delà des clichés habituels, c'est une fresque grandeur nature du clientélisme et du népotisme au sommet de l'appareil politique. Non, ce n'est pas juste un simple scandale, c'est une blessure ouverte. Il faut se souvenir que des hommes et des femmes ont été arrêtés puis séquestrés durant 6 longues journées dans les locaux de la brigade de Bandra. Là, on les a humiliés, dépouillés de leur dignité autant que de leurs vêtements tabassés, brutalisés sans relâche, y compris après leur transfert en prison. Et comme si cela ne suffisait pas, la justice, si on peut encore l'appeler ainsi, les a condamnés sans motif valable dans une parodie de procès sans preuve, sans logique. Et le plus choquant, c'est qu'au cœur de cette affaire, on retrouve une certaine Tizam Hamlaoui, connue pour être bien plus qu'une simple connaissance dans les cercles très restreints du président Abdi Tebboune. Elle s'est permis l'impensable, elle est entrée comme chez elle dans l'un des bastions les plus sensibles de l'appareil sécuritaire, la brigade de Bodrès. Là, devant les yeux passifs des responsables, elle s'en est prise verbalement à Yassine B., celui-là même qui a eu le courage de lancer l'alerte dans l'affaire du Croissant Rouge algérien et a failli au passage en venir aux mains. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Elle ne s'est pas arrêtée là. Dans un excès de mépris, Tizam Hamlaoui est allé jusqu'à cracher au visage de Yassine Rajzoni, ex-journaliste ancien porte-parole du Croissant Rouge algérien, comme pour humilier une fois de plus celui qui venait tout juste la veille de livrer un témoignage accablant le 3 novembre 2025. Et 2 jours à peine après lui, c'était à son tour à elle de briser le silence. Le 4 ou le 5 novembre, elle a déballé un récit millimétré chirurgical effroyablement lucide, dans la même veine que celui de Yassara. Elle y exposait sans trembler l'enfer qu'elle avait traversé, traitements barbares, violences physiques, menaces psychologiques, incarcération arbitraire. Tout cela pour un supposé crime, avoir partagé des posts sur Facebook, des publications jugées blasphématoires contre l'icône sacrée du système, l'intouchable, l'inébranlable, l'omniprésente Cléopâtre algérienne alias Hamlaoui. Oui, pour quelques mots, sur un réseau social, ils ont été traînés au sol, dénudés, assoiffés, affamés, torturés. Et maintenant que novembre s'achève, une sensation étrange m'envahit, celle que tout le monde est déjà passé à autre chose. Les autorités absentes. L'opinion publique volatile. Mais après tout, en Algérie, l'oubli n'est-il pas le sport national? Quand un peuple croule sous les crises sociales, politiques, économiques, quand les scandales s'enchaînent, comme les titres d'un feuilleton sans fin que l'injustice devient une routine et l'inégalité une norme, la mémoire collective s'effrite. Et c'est là que le régime Tebboune excelle, il ne gouverne pas, il distrait. Il ne règle pas les problèmes, il les empile pour noyer les précédents. Sa méthode, étouffer les voix qui dérangent Yassine Hajarzoni. Les faire taire sous prétexte d'enquête, jeter quelques miettes d'infos sur les réseaux pour calmer les foules. Hamlaoui serait suspendu, une procédure serait en cours. Puis aussitôt créer un nouveau tumulte médiatique pour enterrer le scandale précédent sous une avalanche de nouvelles polémiques. Et comme prévu, le plan a fonctionné. Les cris des victimes de l'affaire Hamlaoui ont été noyés dans le vacarme d'un autre drame fraîchement livré à l'opinion publique. L'affaire Sansa, tombée le 12 novembre 2025, a balayé l'indignation en cours et imposé un nouveau sujet de colère à la une. Le calendrier du chaos savamment orchestré. Alors que novembre touche à sa fin, l'heure est venue de dresser un triste constat. Yassine B., le tout premier à avoir brisé l'omerta, ancien responsable du bureau du Croissant Rouge à Skikda, a payé le prix fort. Jeté en prison, torturé, traité pire qu'un criminel de guerre, il a subi l'arbitraire le plus brutal, d'abord dans les locaux de la brigade d'investigation de Bandraïs, puis entre les murs glacés de 2 établissements pénitentiaires,
l'un à bouir à l'autre à Boumerdès. 2 étapes d'un calvaire savamment orchestré, et pourtant, malgré ce parcours d'humiliation, il a fini par fuir. Direction la Tunisie. Là-bas, alors qu'il pensait trouver répit, ce sont les services secrets algériens qui le contactent. Et devinez quoi? Ils ont réussi à le convaincre de revenir. Ils lui ont dit en gros « Reviens au pays, présente-toi comme une victime, parle d'injustice, apporte tes preuves. Montre ce que tu sais sur Sam Hamlaoui, ses abus, sa gestion douteuse, ses détournements d'argent au sein du Croissant Rouge, ses dérapages multiples. On t'écoutera, on te protégera, on transmettra au sommet de l'État. » Une offre enrobée de patriotisme, mais pleine de pièges. Reviens, on s'occupe de toi. On t'écoute, on lance une enquête et on remonte l'affaire jusqu'au sommet de l'État. Le président lui-même sera mis au courant et prendra les mesures nécessaires. Voilà comment ils l'ont convaincu. En jouant sur la corde patriotique, ils lui ont soufflé « Si tu restes à l'étranger, tu finiras récupéré par des groupes extrémistes, utilisés comme pions dans des agendas étrangers. Tu risques même d'être qualifié de terroriste. Alors montre que tu es un vrai fils du pays, rentre, mette-toi au service de la justice. » Et bien sûr, on lui a promis que les services de renseignement mèneraient une enquête rigoureuse impartiale qui ferait éclater la vérité et identifierait chaque responsable impliqué dans cette sombre affaire. Et que s'est-il passé? Entre le 17 et le 19 novembre, la nouvelle tombe, Yacine est rentré. Il a remis les pieds en Algérie. Et depuis ce jour, nous sommes le 30, qu'a-t-il changé? Rien. Absolument rien. La fameuse Tissam Hamlaoui est toujours en place. Elle continue imperturbable de diriger 2 institutions majeures, le Croissant Rouge algérien et l'Observatoire national de la société civile qui figure, soit dit, en passant noir sur blanc dans la Constitution. Pas la moindre suspension, pas même un avertissement. Le silence est la seule réponse du pouvoir. On tente de nous endormir avec une illusion de justice. Elle aurait été suspendue, disent-ils à demi-mot. Et pour rendre le mensonge plus crédible, les communiqués officiels du Croissant Rouge et de l'Observatoire national de la société civile ont été soigneusement nettoyés, plus aucune trace de sa signature, plus la moindre mention de son nom. Une mise en scène bien huilée destinée à calmer la foule et à nous faire avaler qu'elle a été écartée. Mais soyons sérieux 2 secondes, quelqu'un de réellement suspendu ne continue pas à fréquenter les locaux des institutions qu'il dirige. Or, rappelons que Madame trône toujours à la tête non pas d'une mais de 2 structures officielles. Et elle y met les pieds comme si de rien n'était. Et puis on nous parle d'une soi-disant enquête. Très bien, mais qui l'a menée, qui a interrogé, qui, mystère total. C'est la première fois que je vois une enquête sans enquêteur identifiable, une opération d'audition où même les noms des enquêteurs semblent classés secret défense. Franchement, c'est du jamais vu. Un vrai jeu de piste. Certains soufflent que ce sont les services secrets qui l'ont interrogé. D'autres jurent que c'est la sécurité militaire. Et puis on entend aussi parler du renseignement extérieur, ou alors c'était l'intérieur. Franchement, on ne sait plus à quel service se vouer, qui a auditionné Yacine mystère total. C'est la première fois que je me retrouve face à un flou aussi opaque. Chaque source dit tout et son contraire. Un brouillard d'informations contradictoires. Mais bon, passons. Après tout, peu importe qui lui a posé les questions, l'essentiel est là, Yacine a tout livré. Il a mis entre les mains des autorités algériennes l'intégralité de ce qu'il détenait. Des faits, des dates, des noms, des preuves concrètes selon ses dires. Il ne s'est pas contenté de discours, il a transmis les documents, les éléments, les détails, tout. Que ce soit à la police, à l'armée ou à une autre entité, peu importe l'État, a reçu le dossier complet. Et pourtant, pendant ce temps, que fait-on de Hamlaoui ? 2 semaines se sont écoulées depuis son retour, disons 10 ou 12 jours pour être exact, et rien. Pas l'ombre d'une convocation, pas un appel, pas un mot. Quand je dis qu'on ne lui a pas touché un cheveu, ce n'est pas une métaphore pour réclamer qu'on l'agresse, c'est pour souligner qu'elle continue de flotter au-dessus de tout. Intouchable, imperturbable. Aucun magistrat, aucun procureur, aucun officier n'a daigné interroger Hamlaoui. Aucun service de sécurité ne semble l'avoir convoqué, ni même croisé dans un couloir. Elle a juste disparu des radars volontairement discrète comme un fantôme qu'on protège plutôt que qu'on traque.
Pendant ce temps-là, des citoyens ont été roués de coups, humiliés, déshumanisés. La machine judiciaire a été manipulée comme un vulgaire instrument politique. Même la gendarmerie, censée protéger les citoyens, s'est retrouvée utilisée comme un outil de répression. Résultat, tortures, abus, traitements qui n'ont rien à envier aux heures les plus sombres de l'histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, le couvercle s'est levé sur d'autres horreurs, corruption, à grande échelle, affaires louches au sein du Croissant Rouge algérien, aide humanitaire censée arriver aux réfugiés de Tindouf qui ont mystérieusement changé de destination. Opacité totale dans les flux d'argent, les importations, la gestion, bref, un marécage. Face à tout ça, nous, on a parlé, on a enquêté, on a publié. Durant ce mois de novembre, il suffisait de taper Ibtissam Hamlaoui pour tomber sur nos émissions étayées, argumentées, basées uniquement sur des faits, rien d'inventé. Et qu'on soit bien clair, aucune rancune personnelle. Je n'ai aucun problème avec elle, humainement parlant. Peut-être même que dans la vie quotidienne, elle serait presque agréable. Le problème, c'est le pouvoir qu'elle incarne. Et comment elle en abuse. Le vrai fond du problème, pour moi, ce n'est pas la personne, c'est la fonction. C'est cette femme perchée tout en haut de deux institutions majeures, censées incarner la voix de la société civile. Ce qui me dérange, c'est qu'elle a su exploiter sans scrupule sa proximité troublante avec Abdi Tebboune, ainsi que ses accointances douteuses avec les figures de son entourage. Et pour quoi faire? Pour faire taire les gêneurs, les coffrer sans procès, les faire tabasser, humilier, malmener, jusqu'à les déshabiller dans les commissariats et monter de toutes pièces des dossiers bidons pour les jeter en prison. Tout ça pour se débarrasser d'opposants trop bruyants. On ne parle pas ici d'un simple dérapage, c'est un scandale d'une violence institutionnelle rare. Alors oui, je comprends, certains vont me dire que l'affaire BAM est plus stratégique, diplomatie, enjeux géopolitiques, tout ça. D'accord. Et l'histoire de Saakba touchante, bien sûr. C'est un vieil homme de 80 ans. Il a été jeté en cellule juste pour avoir osé commenter un épisode historique bien connu, déjà analysé dans de nombreux ouvrages. Oui, c'est choquant. Oui, c'est triste. Mais pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi certains scandales déclenchent des vagues d'indignation, pendant que d'autres, tout aussi graves, sont balayés sous le tapis? Je ne suis pas naïf, je vois bien que le pays est en crise sur tous les fronts. La monnaie nationale fond comme neige au soleil, l'économie tangue, les tensions géopolitiques s'accumulent. Sahara occidental, conflit palestinien, pression diplomatique en cascade. Et au milieu de tout ça, l'Algérie semble tanguer dans une mer de scandales. Des polémiques à tous les étages, dans tous les secteurs. Oui, je le reconnais, on croule sous les problèmes. Trop peut-être. Mais là, on ne parle pas de taux de change ou de géostratégie, on parle de souffrance humaine. On parle de deux citoyens, une femme et un homme qui ont été réduits en miettes. Torturés, humiliés, brisés, leur dignité a été piétinée, leur humanité niée. Et ça, ce n'est pas un problème de chiffres ou de diplomatie, c'est une blessure nationale. Et ce qui rend cette affaire encore plus saisissante, c'est que l'une des victimes n'a pas fui, elle ne s'est pas tue. Elle s'est présentée d'elle-même aux autorités algériennes, elle a livré tout ce qu'elle savait, tout. Preuves, témoignages, détails, elle a tout confié, dans l'espoir d'une justice qui, hélas, semble toujours attendre son réveil. Et devinez quoi? Avant même que Yassine Benna ait eu l'occasion d'être entendu officiellement, notre enquête sur l'affaire Hamlaoui nous a révélé un petit épisode révélateur. Dès que l'affaire a commencé à exploser sur les réseaux sociaux, Madame Sama Hamlaoui s'est discrètement rendue au siège du Croissant Rouge à Alger. Elle n'a pas attendu une convocation, non. Elle a foncé à vider son bureau à toute vitesse, embarqué 3 cartons pleins de documents, puis envolé, plus une trace. C'était un vendredi. Oui, un jour de repos, un week-end tranquille. Les locaux étaient vides, personne dans les parages. Elle est arrivée en toute tranquillité avec sa voiture personnelle, comme pour une simple visite, sauf qu'elle est repartie avec 3 cartons sous le bras. Et ces cartons volatilisés. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'ils contenaient. Le contenu inconnu, la nature des documents, mystère complet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle les a sortis transportés et, pouf, disparus. Comme par magie, effacés du décor.
Et forcément, aucune caméra n'a pu accidentellement capturer la scène. Pourquoi je dis qu'elle a fait disparaître les preuves simples? Parce qu'elle a elle-même orchestré l'effacement de toute trace de sa petite visite du vendredi au siège du Croissant Rouge. Comment? En ordonnant au service informatique de supprimer toutes les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance ce jour-là. Oui, toutes. Nettoyage numérique en bonne et due forme. Elle a donc effacé chaque indice comme on passe un coup de balai sur une scène de crime. Quant aux 3 mystérieux cartons qu'elle a emportés, direction inconnue. Personne ne sait ce qu'ils contenaient, personne ne sait où ils sont, et encore moins pourquoi elle les a pris. Pour les cacher, les détruire, les brûler. Allez savoir, mais une chose est sûre, pendant tout ce temps, elle a eu largement le champ libre pour faire disparaître ce qu'elle voulait. Cachette, broyeur, cave, carton, enterré, tout est possible. Résultat, l'enquête, si elle commence un jour, sera déjà corrompue à la racine. Et donc, inévitablement, cette enquête, si on peut encore appeler ça une enquête, risque bien de ne jamais aboutir à rien. La vérité enterrée, les preuves effacées, les responsabilités dissoutes. Bref, une opération blanchiment d'une efficacité redoutable. Alors qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Eh bien, Yacine est rentré au pays. Il a témoigné, oui. Puis, silence radio. Depuis ce retour, plus un mot, plus un post, plus une vidéo, plus rien. Comme s'il s'était évaporé de la sphère publique. Est-ce qu'on lui a demandé de se taire? Est-ce qu'on lui a imposé le silence? Franchement, je m'interroge. Où est-il maintenant? Il serait, paraît-il, à Angers. Mais au fond, personne ne sait ce qu'il devient vraiment. Quant à elle, la jeune femme, je suis tombé récemment sur un de ses statuts, Facebook, où elle dénonçait ouvertement la situation du droit en Algérie. Des mots durs tranchants sans détour, et depuis, rien. Quel sort lui est réservé? Et Zoni dans tout ça? On n'a aucune réponse. L'inconnu total. Ils sont passés du statut de témoin à celui de fantôme. En vérité, plus je recoupe les faits, plus tout devient limpide. Ce dossier, ce scandale n'a jamais été géré dans un esprit de justice ou de vérité. Non! Il n'y avait qu'un seul but, un seul plan, une seule ligne de conduite, les faire taire. Tout a été mis en œuvre non pas pour enquêter sur Hamlaoui ou la sanctionner, mais pour réduire au silence ceux qui parlaient trop fort. Il fallait les neutraliser, les couper du monde numérique, les éloigner de la scène publique avant qu'ils ne répandent trop de vérités gênantes. Et le pouvoir a réussi. Ils ont éteint la lumière sur leur récit. On a voulu les faire taire point. Tout ça pour couvrir les arrières de Hamlaoui qui, jusqu'à preuve du contraire, bénéficie toujours d'un bouclier protecteur. Mais dans un état digne de ce nom, lorsqu'on parle de torture de sévices, d'humiliation physique et morale infligée à des citoyens, la justice n'attend pas 4 semaines avant d'ouvrir la bouche. Elle agit, elle convoque, elle interroge. Attendre 1 mois sans broncher. Ce n'est pas de la justice, c'est de la complicité. On a donc cherché à éteindre l'incendie avant qu'il ne s'étende. Pourquoi? Parce que, paraît-il, il ne faut pas brusquer les choses. Il ne faut pas mettre le président sous pression. Il ne peut pas limoger quelqu'un sans preuve. D'accord. Mais les preuves, justement, elles ont été livrées. Le témoin est revenu en Algérie. Il a parlé. Il a tout dit. Alors on attend quoi? Très bien, vous voulez des preuves solides avant de sanctionner Hamlaoui, soit. Mais dans ce cas, il faut faire ce que toute enquête sérieuse exige, confronter l'accusé aux faits, aux témoignages, aux accusations. Rien de plus simple en réalité. Vous voulez du concret facile. Que la DCSA, Direction Centrale de la Sécurité, se rende à la brigade d'investigation de Boudra. Qu'elle auditionne les officiers présents à l'époque. Qu'elle interroge les juges du tribunal de Boudra. Et qu'elle leur pose la seule vraie question qui compte, qui vous a ordonné d'emprisonner Hadj Zitouni. Et pourtant, dans le dossier judiciaire de Hadj Zitouni, il y a une expertise claire noir sur blanc qui affirme sans détour il n'a strictement aucun lien ni direct ni indirect avec les publications Facebook qui auraient atteint l'honneur des proches de Hamlaoui. Alors expliquez-moi pourquoi a-t-il été incarcéré? Pourquoi l'a-t-on envoyé derrière les barreaux alors que l'enquête elle-même concluait à son innocence? On parle bien d'un homme blanchi par la procédure mais quand même puni. Où est la logique? Avec Hamlaoui, il y a 1000 questions et aucune réponse. Et pourquoi?
parce que personne ne veut soulever le couvercle. Parce que si jamais elle tombait, si elle était écartée, remplacée, sanctionnée, ce scandale pourrait exploser en 1000 morceaux encore plus violents. Ce que le pouvoir redoute, ce n'est pas sa chute, c'est le fracas qu'elle provoquerait en tombant. Alors plutôt que de risquer l'onde de choc, on préfère imposer le silence, forcer tout le monde à se taire, étouffer chaque mot, chaque souvenir, chaque vérité, parce que, et c'est ça le comble, une Hamlaoui éjectée du système pourrait devenir bien plus dangereuse qu'une Hamlaoui toujours sous contrôle. Car elle sait trop, elle a vu trop, elle a participé à trop. Et une personne comme ça, une fois libérée de ses chaînes, peut devenir incontrôlable.